Finalement, c'est une émission où on va parler beaucoup de rebonds et d'échecs. Et on va commencer avec un ouvrage qui a été écrit par Kevin Soler. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, vous êtes 6 fois champion du monde de street workout. Vous êtes le CEO de Virteam, qui est une entreprise spécialisée dans le métavers. Et vous êtes auteur donc de ce livre, Comment j'ai sauvé ma boîte. C'est aux éditions de Buck Supérieur. Alors, c'est un ouvrage que j'ai lu, qui est bourré de conseils pour protéger son business. D'ailleurs, le sous-titre du bouquin, c'est Tous les conseils d'un entrepreneur pour protéger son business. Mais je trouve surtout c'est une grande leçon sur l'état d'esprit finalement qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Ça va d'ailleurs assez loin. Je me pose la question d'ailleurs de savoir si en fait tout à chacun on peut vraiment appliquer ces conseils ou s'il faut être un peu taillé sur votre modèle pour pouvoir les appliquer, mais on va y revenir. D'abord, on va peut-être partir du point de départ de votre bouquin. C'est 2012, la création de votre entreprise. Et déjà, assez rapidement, un demi-échec et un pivot. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça déjà ? C'est sûr, c'est qu'initialement, une entreprise aujourd'hui qui est une entreprise de métavers, donc dans les nouvelles technologies, on devait initialement monter une entreprise dans les agences immobilières. Rien à voir. Donc rien à voir. D'ailleurs, c'est drôle puisque l'entreprise porte toujours le nom technique de la première entreprise, donc des DGI, domaine du golf immobilier, pour la petite anecdote. Ouais. C'est resté, puisque ça fait partie de l'ADN de cette entreprise. Et on a changé de région pour monter cette entreprise avec mon associé. Et finalement, toutes les banques qui nous suivaient dans notre première région dans laquelle on était connu, qui était la Franche-Comté, quand on démarre dans le sud, finalement, les banques passent régionales et nous disent en fait, on ne financera pas votre projet. Alors que nous, on avait déjà avancé pas mal d'argent, on avait passé énormément de temps. J'avais quitté une carrière en Australie qui était quand même une carrière plutôt intéressante dans les nouvelles technologies aussi. Et premier pivot, donc comment finalement on finance une entreprise quand les banques ne vous suivent pas ? Sachant que on ne voulait pas diluer notre capital et donc pas aller lever de l'argent auprès d'investisseurs. De toute façon, on n'avait pas d'historique et on ne savait pas lever de l'argent. Donc premier pivot, comment on finance ça ? Et finalement, ce qui est assez drôle, l'histoire fait bien les choses, puisqu'on va financer ça grâce à notre point différenciant sur l'agence immobilière, qui était de faire des visites virtuelles des biens. Ouais. Et on se dit, en fait, les visites virtuelles, ça peut se coupler à n'importe quel type de business, notamment l'hôtellerie. Et très rapidement, la première semaine, on vend une première visite virtuelle à un hôtelier. Et là, on se dit, OK, finalement, c'est peut-être ça le modèle, c'est peut-être ça l'entreprise qu'on doit monter, une entreprise de visite virtuelle. Donc, on passe de l'immobilier très vite à l'agence de visite virtuelle, ce qui nous permet de lancer l'entreprise. Et justement, alors votre entreprise, elle démarre assez vite et assez bien. Et puis un jour, vous croisez votre comptable dans le couloir qui vous dit qu'en fait, vous êtes au bord du dépôt de bilan. Quelle est votre réaction ? Parce que j'imagine que ça a dû être un état de choc si vous pensez, vous, que votre entreprise va bien et que votre comptable vous dit en fait pas du tout. En fait, il faut se mettre dans le contexte. On vient de déménager nos locaux. On passe sur un étage beaucoup plus gros, un plateau très grand, des locaux très modernes à la Google, là où moi j'ai fait une partie de ma carrière. Et en fait, je comprends pas, puisque le comptable me dit, écoutez, ça va pas du tout, les comptes sont au rouge. Et je leur dis, mais moi, le chiffre d'affaires, on n'a jamais fait autant, on vient de déménager, on vient de recruter. Comment c'est possible ? Vous voyez avec mon associé, c'est lui qui gère cette partie-là, finalement, l'administratif, le financier. Et en fait, ils me disent, non, n'oubliez pas que vous êtes gérant de l'entreprise, donc les comptes, c'est vous qui devez les valider. Je dis, mais vous savez, moi, j'y comprends rien. Je fais confiance à mon associé, voyez-le. Non, vous êtes gérant, vous n'avez pas compris. Vraiment, là, il faut qu'on se parle. Et finalement, effectivement, je découvre que les comptes sont au rouge. La banque, on est le 26 du mois, je crois, à ce moment-là, me dit et m'appelle, me dit, voilà, Kevin, vous êtes le gérant, effectivement, alors que j'avais jamais eu de contact finalement avant avec eux, tout mon associé qui gérait ça, et qui me disent, on ne passera pas les salaires ce mois-ci. Et là, vous retrouvez le 26 du mois, vous ne pouvez pas passer vos salaires, vous êtes bloqué, vous venez de déménager, vous avez dépensé pas mal d'argent, vous avez contracté des crédits auprès de banques et de la BPI notamment pour pouvoir financer ce développement. Et vous vous retrouvez complètement bloqué. Donc là, effectivement, c'est la douche froide. C'est souvent la question qu'on me pose. Et comment on réagit face à ça ? Honnêtement, on n'a pas vraiment de réaction. On ne sait même pas comment faire. On est démunis. Et là, il y a deux cas de figure. C'est soit finalement, vous vous suicidez parce que c'est trop compliqué, soit en fait, vous rebondissez et vous dites c'est la vie, en fait, c'est comme ça, il faut savoir rebondir. Et qu'est-ce qui s'était passé, en fait ? C'est que votre associé vous avait trahi et avait fait des choses qu'il ne fallait pas sur les comptes ? En fait, je ne veux pas avoir de pensée négative par rapport à ça, mais effectivement, mon associé, je découvre que il a des soucis personnels, etc. Et que pour assouvir ses soucis personnels, ou en tout cas combler le manque d'argent qu'il avait dans sa vie personnelle, a récupéré de l'argent de l'entreprise pendant des années sur des petits montants progressifs, et puis ces petits montants qui ont grossi finalement et qui ont alerté en fait les comptables. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous vous dites, OK, il faut que je mette en place un plan pour rebâtir, et comment est-ce qu'on... Parce qu'en fait, effectivement, vous ne pouvez pas laisser pourrir la situation, quoi.
C'est impossible. De toute façon, on sait pertinemment que quelques jours après, les banques viennent chercher les cautions. Je suis caution personnelle de la totalité des crédits de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si l'entreprise tombe, c'est à moi, à titre personnel, de rembourser. À ce moment-là, je n'ai pas l'argent pour rembourser en plus les cautions. Et je suis caution solidaire. C'est-à-dire que je dois rembourser aussi ceux de mon associé. Sachant que mon associé est insolvable à ce moment-là aussi, finalement, tout me retombe dessus. Et moi, je n'ai pas d'option à ce moment-là que d'essayer de trouver une solution, donc de mettre en place un plan finalement. Et ça donne le parallèle avec justement l'histoire de ce livre sur ma carrière qui était parallèle à cette carrière professionnelle de sportif de haut niveau. Ouais. On apprend finalement d'avoir une rigueur et de mettre en place un plan d'action sur le long terme. Il n'y a aucun moment où vous vous dites, de toute façon, le match est plié, on est le 26 du mois, il n'y a plus rien à faire, autant mettre la clé sous la porte? Alors, dans la vérité, si, on se le dit toutes les 10 minutes, et 10 minutes après, on se dit non, mais c'est impossible, je ne peux pas abandonner. C'est mon bébé, j'y ai consacré plus de 10 ans, j'y ai mis mon énergie, et ça ne tombera pas. Et ça ne tombera pas pour une autre raison, je ne peux pas me permettre que ça tombe. Donc en fait, je pense que dans le fond, à partir du moment où on n'a pas le choix, c'est là qu'on devient hyper pragmatique. Non, mais on a toujours le choix. Oui, c'est facilement, j'aurais pu dire non mais on laisse tomber, je me mets en faillite et voilà, mais je ne considère pas l'échec en fait. Ça aurait pas forcément été un échec si j'avais su rebondir derrière, mais je ne voulais vraiment pas que ça tombe. C'est mon bébé encore une fois et je pouvais pas laisser tomber ce bébé là. Et on peut le faire sur un parallèle, sur une histoire personnelle qu'on pourra avoir dans un couple, etc. À un moment, faut arrêter de dire quand c'est cassé, on peut rien faire. En fait, faut essayer de rebâtir et se dire ok, prenons les fondamentaux finalement. Qu'est-ce qui marche dans cette entreprise? On a du chiffre d'affaires, on a des clients, les salariés me suivent. Donc on peut en faire quelque chose. Maintenant, il faut couper toutes les dépenses superflues. Il y a un certain nombre de mesures de gestion à mettre en place. Mais l'échec, c'est pas possible. Puis je regardais l'équipe que j'avais autour de moi. Le chemin parcouru, c'était trop dommage. Je ne pouvais pas me permettre de faire tomber cette entreprise. Vous passez par un plan de sauvegarde à ce moment-là. Et en fait, vous en dites le plus grand bien du plan de sauvegarde. Carrément. Et là, je suis un fervent fan du plan de sauvegarde. Ouais. Il faut savoir un chiffre, 0,1% des sociétés en plan de sauvegarde s'en sortent. Alors c'est un chiffre qui est minime pour plusieurs raisons. Ouais. La première, c'est que le plan de sauvegarde, soit il est choisi par des entreprises pour geler la dette et donc du coup diminuer le prix de l'entreprise et renégocier sa dette derrière beaucoup moins cher que le prix de la dette globale. Parce qu'on a le droit de racheter un plan de sauvegarde en dessous, inférieur au prix de la dette. Ou alors, ce sont des entreprises qui simplement sont perfusées le temps d'un plan de sauvegarde pendant 6 mois, 8 mois, 1 an et qu'on sait techniquement qu'elles vont décliner derrière et passer en liquidation. Nous, on était un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on s'est dit potentiellement on pourra racheter la dette plus tard puisque l'entreprise génère du profit. Mais en parallèle, on ne voulait pas tomber en liquidation. Donc c'était un bon entre-deux que je ne connaissais pas du tout avant. C'est pour ça que j'en parle dans le livre, parce que c'est une procédure que très peu de gens connaissent. Combien de fois, durant cette histoire, on m'a dit « oui, vous étiez en liquidation, vous étiez en redressement ». Non, plan de sauvegarde, c'est pas tout à fait pareil. Il y a la conciliation, le plan de sauvegarde, et après on a redressement et liquidation. Et c'est très intéressant parce qu'on peut renégocier ses dettes. Ça nous permet d'être protégé par le tribunal de commerce. Il faut le savoir, le tribunal de commerce vous protège à ce moment-là, fait que vous n'avez pas à payer vos dettes antérieures et va vous permettre de renégocier ça, échelonné sur 10 ans globalement. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir une bouffée d'air frais et c'est ce qui a permis qu'on puisse payer les salaires puisque pendant les 6 premiers mois, vous êtes en période d'observation et là, du coup, vous ne payez plus ce qui est antérieur à la date à laquelle vous passez en plan de sauvegarde. Donc vous ne payez que ce qui vient demain en fait. Ouais. Et ça nous a permis d'avoir ce vent d'air frais, de pouvoir payer les salaires et de relancer finalement un peu la machine. Vous parlez aussi dans le livre de l'impact sur le regard extérieur, c'est-à-dire quand vous allez voir vos clients, vos prospects et que vous êtes en plan de sauvegarde. Donc comment est-ce que les gens réagissent à ce moment-là et comment vous arrivez à les convaincre que c'est juste une phase finalement? Alors très honnêtement, c'était vraiment la plus grosse hantise qu'on a eue avec l'équipe globalement, c'est comment on gagne un appel d'offres alors qu'on est en plan de sauvegarde. Ouais. Nous, on ne travaille qu'avec des grands groupes. Comment les grands groupes vont nous faire confiance alors qu'ils vont voir, attention, en rouge, plan de sauvegarde, société pas sécure. Finalement, on a joué la transparence. Et je pense que j'en parle beaucoup dans le livre. La transparence, c'est une notion qui est clé. Vaut mieux dire les choses pour désamorcer la bombe qui arrivera de façon d'une manière ou d'une autre plus tard. Donc, on a été très clair. Certains clients, notamment dans le médical, qui nous ont dit, nous, le plan de sauvegarde nous pose un problème. Je leur ai dit, écoutez, je suis prêt à faire un plan de pilotage avec vous. Tous les 6 mois, vous avez accès à nos comptes. Et vous voyez qu'on a de la trésorerie. Et que de toute façon, vous ne payez que quand on a terminé les prestations. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas vous mettre en défaut. Et ça a bien marché, puisque finalement, ils nous ont fait confiance. Ils n'ont jamais regardé les comptes, dans les faits. Mais je pense qu'ils ont vu qu'on était transparent, c'est qu'on savait là où on allait. Et je pense aussi que cette capacité à convaincre, parce qu'on était sûr qu'on allait y arriver, c'est vraiment un point qui était hyper important pour eux.
Aujourd'hui, votre entreprise va bien. Elle est en plus passée sur encore un troisième peut-être pivot sur le métavers. Mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Parce que quand on lit le bouquin, on se dit, OK, le mec, il surfe sur les difficultés, tout va bien. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie. En fait, on m'a toujours dit, tu as eu plein de difficultés dans ta vie, mais tu as toujours réussi à rebondir. Ouais. Donc, j'ai jamais eu l'explosion exceptionnelle. On n'en est pas là. Je pense que ça arrivera peut-être prochainement, on l'espère. Mais surfer sur les difficultés, je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on apprécie les moments où c'est légèrement plus calme. Et c'est ce qu'on dit toujours, quand on est malade, on apprécie le moment où on ne l'est plus. Et là, c'est le côté challenger. C'est vrai que j'ai toujours été un challenger. Et je n'ai pas signé une carrière d'entrepreneur depuis que j'ai 18 ans pour finalement avoir un long fleuve tranquille, tout simple. Sinon, je serais salarié et j'aurais choisi une autre carrière. Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est un choix. Et je pense que j'aime finalement cette adversité, cette difficulté. Et si demain, ça devient trop simple, je pense que ça va vite m'ennuyer. Vous parlez quand même des risques de burn-out, du stress, de la gestion du stress, aussi la solitude de l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça? Parce qu'effectivement, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent sont forcément confrontés à un moment ou à un autre à ces sujets-là. Alors, c'est des sujets qui sont clairement trop peu traités, je pense, parce qu'on parle beaucoup sur le côté salariat. On n'en parle pas assez sur les entrepreneurs, parce qu'on est aussi, nous, extrêmement susceptibles, et notamment à la solitude et à l'isolement, il faut le savoir. Moi, ça a été une période très compliquée psychologiquement. J'ai eu la chance, je pense, grâce au sport, de me dire, je mets des œillères, c'est un des chapitres, je mets des œillères et je regarde que devant moi. Et ce qui se passe à côté, c'est pas grave. L'image qu'on peut avoir de moi, de l'entreprise, des choix que j'ai dû faire parfois, qui sont pas des choix simples, quand on doit se séparer de personnes, parce qu'on peut pas les payer, quand on doit planter des fournisseurs, parce qu'ils font partie du plan de sauvegarde. J'avais jamais eu d'aide de ma vie avant. Donc je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû gérer ça et je me suis retrouvé très seul. Et finalement, vous vous rendez compte que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc les gens autour de vous, non mais faut arrêter, t'as pas eu de chance, donc laisse tomber. D'autres qui vous disent non mais fais ça. Et en fait, je pense que dans ce cas-là, certes c'est bien d'avoir un avis extérieur, mais il faut savoir une chose, ça reste vous qui êtes maître à bord et c'est vous qui allez assumer les conséquences et les responsabilités de ce qui va se passer. Donc il faut trouver son exutoire. Moi, j'en ai deux, personnellement, c'est le sport et la musique. Et je pense que de garder cet équilibre, de garder une routine, ça fait qu'on arrive à avoir cette capacité à ne pas se sentir seul. Et on parle de cette routine le matin, de se lever, faire son lit, etc. C'est pas... Enfin, c'est réel, je veux dire, c'est hyper important de garder cette routine pour bien s'habiller, etc. Et de dire, ok, c'est pas grave, je repars au combat et je suis marqué par ça, certes, mais je retourne au combat. Et le dernier point, c'est d'essayer de trouver des bons conseils. J'en parle aussi beaucoup dans le livre. Je pense que les conseils à ce moment-là sont clés vraiment dans les décisions qu'on va prendre parce qu'eux ont des notions techniques que l'on n'a pas. Donc c'est de pouvoir envisager toutes les possibilités et surtout de pouvoir en parler avec des gens qui connaissent réellement les engagements et les difficultés possibles que ça peut emmener en fonction des décisions qu'on va prendre. Et l'idéal absolu, c'est d'être dans des cercles où il y a d'autres chefs d'entreprise puisque je peux rassurer les entrepreneurs qui nous écoutent, ça nous arrive à tous. Il n'y a pas de carrière d'entrepreneur qui ont eu que des success stories. Ça n'existe pas. Et on ne peut pas avoir de success stories sans s'être planté avant puisqu'on apprend tellement. Et je le dis d'ailleurs, je referai cette aventure avec plaisir. Avec plaisir, c'est un terme un peu complexe, mais en tout cas, je le referai exactement pareil, puisque j'ai appris beaucoup de choses. Et en général, l'aventure entrepreneuriale, on ne cherche pas l'argent, on cherche l'apprentissage, on cherche la courbe, l'évolution de l'homme en tant que tel, avec un grand H, bien entendu. Et cet apprentissage, pour moi, il était primordial. Et j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je suis très content. Et d'ailleurs, dans mes futures boîtes, je sais que ça me servira énormément. Il y a beaucoup de conseils très, très pratiques, à la fois sur les méthodes de vente ou de la communication. Mais vous avez aussi une grosse partie qui est liée à ce qu'on appelle le mindset, en fait. Et vous dites des choses genre, chaque difficulté est une opportunité de se challenger. Il faut se faire confiance, soyez agile, adaptez-vous. Mais est-ce que ces préconisations, où là, effectivement, on reconnaît le sportif de haut niveau, tout à chacun peut se les accaparer? Parce que quand même, ça nécessite une grosse discipline et une grande force mentale, je pense. En fait, j'ai compris une chose aussi pendant cette épreuve. Et c'est drôle parce que j'ai une amie qui vit exactement la même épreuve que ça en ce moment, qui passe en plan de sauvegarde, etc. C'est que, oui, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité de mettre de côté le côté humain, finalement, parce que c'est ce qu'on doit faire, on doit s'enlever ses sentiments et se dire je réagis de manière très pragmatique et mathématique. C'est d'ailleurs comme ça que je me définis maintenant, pragmatique et mathématique. Donc oui, ça peut s'adapter à tout le monde. Non, c'est pas facile. Oui, ça nécessite des sacrifices et des fois d'aller un peu à l'encontre de ses valeurs sur certains points. Maintenant, il faut rester intègre, il faut rester transparent, il faut se dire qu'on le fait dans le bien global, parce qu'à la fin, ça a sauvé des emplois, ça a sauvé des solutions qu'on a déployées pour des clients,
Ça a sauvé des prospects avec lesquels on travaille ou des partenaires, etc. Donc oui, c'est adaptable pour tous. Et encore une fois, je pense sincèrement que tout ce qui est dit là, sauf les conseils ultra techniques, comptables, etc., ça peut s'adapter à un couple, ça peut s'adapter à une relation amicale, etc. C'est savoir pivoter dans des difficultés, dans des moments qui sont plus complexes. C'est avoir cette capacité de dire, OK, ça marche pas, c'est pas grave, posons le stylo, on regarde, mais on regarde vite, et on agit. L'exécution, elle est clé, en fait, je pense, là-dedans. 3 jours de décalage, on n'avait peut-être pas la trésor pour payer les salaires qu'on a pu payer finalement. Donc l'exécution, c'est la clé. C'est avoir la possibilité de faire. Vous faites, vous vous trompez, on adapte, on change, on évolue, on refait. C'est ça qui est important. Et ça, c'est donné à tout le monde. Après, il faut se faire un peu violence, certes. Et j'ai pas toujours fait les choses en étant content de les faire, hein, soyons honnêtes. Ce que je dis, j'étais en burn-out. Je pense que je me le suis pas avoué, mais j'étais en burn-out parce que j'étais très fatigué. On est hyper irritable, on se sent super seul, on a l'impression que tout le monde veut vous trahir. Et c'est humain, c'est normal. Après, il faut prendre du recul dessus et il faut savoir pourquoi on le fait. Tant qu'on garde l'objectif en ligne de mire, je pense que c'est là qu'on peut y arriver sans trop de difficultés, entre guillemets. Merci beaucoup, Kevin Soler. Je rappelle votre livre « Comment j'ai sauvé ma boîte », c'est aux éditions de Buck Supérieur.